général, aux particuliers, la gestion des entités territoriales décentralisées, une véritable problématique à multiples facettes qu'on doit chercher à cerner et à comprendre à tout prix. Quel exécutif pour quelle province? Quels sont les critères de choix des animateurs de nos provinces? Autant de questions pour arriver à comprendre comment plutôt gérer d'une manière efficace nos provinces. Le Sud Kivu est un exemple pour certains de l'instabilité d'une manière générale des institutions au niveau provincial, observée par un certain nombre d'observateurs, partant des conflits récurrents entre organes législatifs et législatifs. Organes exécutifs plutôt et législatifs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'on peut répondre? On répond. Du général au particulier, la gestion des entités territoriales décentralisées, une problématique à multiples facettes qu'on doit à tout prix regarder de près. Quel exécutif pour quelle province? Quels sont les critères de choix des animateurs de nos provinces? Autant de questions qui méritent réponse. Et le Sud Kivu est un exemple pour certains de l'instabilité institutionnelle observée un peu partout dans nos provinces, des conflits récurrents entre gouverneurs et assemblées provinciales. On en parle ce soir dans Questions d'actualité qui reçoit pour vous Gustave Bagayamukwe, qui est président national de l'Association de la défense des intérêts du Kivu-Bukavu. Bonsoir, Monsieur Gustave. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous commençons par l'essence que vous donnez, le contenu que vous donnez à votre association, parce qu'on parle de la défense des intérêts du Kivu-Bukavu. Pourquoi pas le Sud Kivu en tant que province? Kivu et Bukavu. En fait, les intérêts à défendre ici, il faut comprendre que ce n'est pas un espace géographique. En fait, l'espace géographique Kivu-Bukavu n'existait pas ou n'existe plus. Mais là, nous référons, nous, quand nous avons créé notre association en 1995, nous avons plutôt cherché à privilégier ou à ramener dans le Bukavu qui existait maintenant en 1995, la convivialité, les valeurs positives en fait qui ont caractérisé la vie qui a qui était présente dans la ville de Bukavu au moment où Bukavu était la capitale du Grand Kivu. Donc il y a vie qu'il y avait, parce que tous les problèmes du Sud Kivu aujourd'hui partent d'abord du démembrement qui avait été décidé dans toute la République. C'est le Grand Kivu qui a été démembré d'abord. Et les effets de ce démembrement, on n'a jamais évalué, en fait, c'était prévu que 2 années après le 1988, on allait évaluer pour voir si c'était positif, beaucoup plus positif que négatif, pour voir si on peut amener finalement le démembrement partout ailleurs ou alors revenir sur la grande province. Cette évaluation-là n'a jamais été faite par rapport au Sud Kivu. Vous comprendrez que ça coïncidait avec beaucoup d'autres paramètres qui sont arrivés en même temps, du fait que ce démembrement a fait que le Sud Kivu, Bukavu d'ailleurs qui représentait la grande capitale, a perdu pratiquement toute l'élite intellectuelle, tous les cadres administratifs et politiques du Kivu de l'époque, qui vivaient dans Bukavu, là, que ce soit les amis qui venaient, en fait, qui n'avaient que Bukavu comme la ville, qui venaient de Maniema, qui venaient du Nord Kivu. En fait, à l'époque, nous vivions tous. Les grandes écoles, toutes les écoles d'ailleurs, n'étaient concentrées qu'à Bukavu. L'administration n'était que là. Et quand on a démembré, tous les amis qui venaient des autres provinces, en fait, à l'époque, c'était des districts, ils sont partis naturellement créer leur propre province. Voilà. Et Bukavu, maintenant, a été vidé parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas d'université, il faut comprendre. Et donc, toute l'élite intellectuelle qui était dans la ville de Bukavu, c'était des gens qui avaient étudié, qui avaient fait un parcours académique et tout ça ailleurs et qui venaient travailler. Et donc, quand on a démembré,
Ils sont partis naturellement pour ailleurs. Et nous autres, maintenant, nous avons gardé la ville de Bukavu, dans laquelle nous avons vécu avec toute cette, ce cosmopolitisme en termes il y avait toutes les races à Bukavu, toutes les nations du monde. Il y avait toutes les provinces étaient représentées. En tout cas, nous vivions à Bukavu sans cette considération aujourd'hui, ce repli identitaire qui caractérise aujourd'hui le mode de vie pratiquement dans la ville de Bukavu. Voilà, autre temps, autre mœurs. Nous parlons de la gestion des entités territoriales décentralisées d'une manière générale. L'efficacité dans le développement que ces institutions au niveau provincial peuvent apporter. On observe un certain nombre de choses dans les relations très souvent tumultueuses entre l'exécutif provincial et l'organe législatif qui est l'Assemblée provinciale. Les cas de figure, les assemblées provinciales. Pourquoi ça ne marche pas, selon vous? Bon, là encore, en ce qui concerne, d'une façon générale. Quand on parle de la décentralisation, l'objectif, c'est impulser le développement à la base. Qui dit impulser le développement à la base, c'est les décisions à la base, à travers tous ces organes. Pourquoi il n'y a pas harmonie? Pourquoi ça ne marche pas? Et puis on va parler du Sud Kivu, évidemment. Pourquoi il n'y a pas harmonie? D'une façon générale, nous allons partir tout simplement de la démocratie, de la démocratisation. En fait, la démocratisation dans notre pays commence pratiquement avec les élections de 2006. On est d'accord. Parce qu'à ce moment-là, nous devrions pouvoir croire que les élus provinciaux sont réellement l'émanation de la volonté du peuple, réellement, et que ceux-là, dans tous les cas, légalement parlant aujourd'hui, il n'est même pas imaginable, quand vous lisez les textes, qu'il puisse y avoir un conflit entre l'organe qui a pour mission, pas seulement de désigner ou d'élire un gouverneur de province, parmi eux ou en dehors, c'est ça qui s'écrit. Quand ils ont élu celui-là, ils mettent en place le gouvernement provincial. C'est eux-mêmes qui valident le gouvernement provincial. C'est eux-mêmes qui dotent au gouvernement provincial d'un programme, d'un plan d'action. C'est eux qui donnent le budget pour exécuter ce plan d'action. Et c'est à eux-mêmes que l'État, les textes aujourd'hui, demandent à ce qu'ils puissent justement contrôler au quotidien l'exécution de ce plan d'action. Alors dites-moi, comment quelqu'un qui a mis au monde un enfant que j'appelle moi le gouvernement provincial, à qui tu dois donner le mode d'emploi, le travail à faire, et vous devez contrôler à quel moment il peut y avoir conflit pour dire voilà, il a volé, etc., si réellement l'organe législatif fait son travail. Concrètement, les problèmes, c'est lesquels? Est-ce un problème d'éthique, de bon sens? Parce qu'on assiste pratiquement chaque législature à des chantages à l'endroit du gouverneur. Le problème, c'est quoi exactement? Le problème se pose sur la politique de notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire comment on arrive à avoir les députés, comment ils sont élus, la procédure. Moi, je ne parle pas des textes. Si les textes étaient vraiment, réellement, suivis tels qu'ils sont, on n'arriverait jamais à ce genre de conflit. Comme je viens de vous dire ici, c'est eux-mêmes qui doivent tout faire. Le chef d'État, le gouvernement central ne fait que adhérer, c'est-à-dire à ce qui a été décidé au niveau de la province. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on raconte? Justement, on se rend compte que c'est un conflit permanent. Bukavu en est peut-être l'exemple, vraiment, parce que c'est depuis même avant même la démocratie, nous étions déjà dans ce genre de difficultés avec l'acceptation par la population de ceux-là qui nous étaient imposés comme gouverneurs de province. Même sous des régimes différents. Vous allez prendre, nous avons été, nous, occupés à un certain moment. C'est pour ça qu'il faut particulariser un peu le cas de la province du Sud Kivu. Vous comprendrez que ça date peut-être même depuis l'indépendance. Hein. C'est par là que pratiquement toutes les révolutions, toutes les guerres que ce pays a connues, les gens sont venus, les diabos sont venus, je pense, de l'Angola. C'était les anciens gendarmes katangais qui ont été vaincus au moment de la sécession katangaise, mais qui sont revenus pour vouloir rentrer au Katanga, vouloir prendre le Kinshasa. Ils sont passés par Bukavu, nous sommes des années 61. Vous allez en 64, c'était la rébellion mouléliste qui a été créée par Pierre Moulélé au Bandundu, à 400 km de Kinshasa. Mais ils ont préféré faire le tour Kisangari pour venir faire à Bukavu, commencer par Bukavu. L'ex-gendarme, comme mercenaire Jean Scram et puis Bob Denard, ils sont venus pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Mais c'est par Bukavu. Et tout ceci a laissé des séquelles graves. Nous avons commencé à voir, nous, des cadavres entassés déjà trop jeunes. Et donc, c'est une particularité qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, je rentre pour vous dire, écoutez, par rapport maintenant au mode de fonctionnement de notre démocratie, parce que
Rappelez-vous qu'à Kinshasa déjà, après les élections de 2006, au deuxième tour, il y a eu des problèmes dans la vie de Kinshasa. Problème d'acceptation tout simplement du verdict des urnes. C'était au deuxième tour des élections présidentielles à l'époque. Ça crée le problème ici. Mais après cela, la méthode de faire, comment dire, de jouer un peu à la dictature de façon subtile a été mise en place, justement avec la création de ce qu'on appelait l'Alliance pour la majorité présidentielle. Pourquoi je dis ceci? Vous devez comprendre que c'est par là qu'on a créé des multitudes de ce qu'on appelle des partis politiques, comment on appelle ça, des mosaïques, je ne sais pas quoi, tout ça. Pourquoi? Parce que le dictateur de l'époque a voulu garder en fait le contrôle du tout en faisant semblant comme s'il y avait une démocratie, mais en réalité, c'était des partis politiques créés justement pour avoir sa propre majorité et continuer à diriger comme dictateur, mais sous la démocratie. Voilà, moi, je pense d'où part le problème. Parce que maintenant, dans notre pays, depuis en 2011, il n'y a plus un seul parti politique qui va dire qu'il peut avoir une majorité pour qu'elle puisse diriger elle-même avec sa majorité, de sorte à donner une ligne de conduite, peut-être une idéologie politique, peut-être une vision politique. Il n'y a plus moyen. Aujourd'hui, nous en sommes à 1000 partis politiques, je ne sais pas si vous le savez, 1000 partis déjà 300 partis politiques avec l'Alliance de la majorité présidentielle créée pratiquement autour des années 2006-2009 par là. C'était devenu déjà impossible de penser qu'il y a encore une idéologie politique qui peut être défendue vis-à-vis de la population comme étant en fait le mode de gestion qu'on voulait mettre en place. Donc les gens adhèrent aux partis politiques dans notre pays depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi là où vous êtes intellectuel, je pense moi-même aussi. Qu'est-ce que depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui adhèrent, les nouveaux adhérents des partis politiques, ou même quand vous suivez la transhumance ou comment les gens quittent un parti politique vers l'autre, quand vous suivez la gestion du pays. Vous voulez dire par là que c'est un problème idéologique? Il y a un problème d'encadrement en fait des règles, des lois qui régissent en fait la gestion démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, ce sont des lois d'abord qui gèrent les partis politiques. Laisser les partis politiques comme ça, on se réveille le matin, l'après-midi, on a déjà un parti politique créé sur base d'aucune idéologie. Moi, je pense que c'est un problème. En termes de projets, en termes de difficultés que nous avons, le fait que les gens doivent se mettre maintenant ensemble, ils font des concessions naturellement. Donc, ils se lient, les autorités morales, les présidents des partis politiques, pour avoir une majorité pour diriger, ils se mettent ensemble. À 200, 300, 400, ils se mettent ensemble. À ce moment-là, il n'y a plus d'idéologie politique. Il n'y a plus un idéal. Il n'y a même plus de vision. Même le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, avec ce qu'il y avait, vous avez compris que pour tracer, pour que son idéal, sa vision puisse être, être imprimée dans la population, il a fallu se départir de certains alliés à l'époque. Donc le problème est d'ordre général. D'ordre général. Le Sud Kivu. Ici. Mais à lire vos propos et ce que vous défendez comme intérêt de la province du Sud Kivu, c'est-à-dire c'est la province qui a beaucoup plus connu de crises institutionnelles. Et pourquoi? Et renseignez-nous un peu. Qu'est-ce qui est symbolique de ces crises à répétition? C'est là que nous revenons un peu. Donc, d'une façon générale, à partir de la démocratie de 2006, nous avons peut-être que tous les mêmes problèmes. Parce qu'on s'est dit, quand on parle de conflits entre exécutif provincial et assemblée provinciale, c'est un peu partout dans le pays. Le chef de l'État l'a mentionné également dans ses propos. Mais quelle spécificité pour le Sud Kivu? Pour le Sud Kivu, vous devriez comprendre que la particularité de cette province-là, c'est que les crises de gestion, la crise de gestion, elle commence déjà avec la fin de la dictature de Mobutu. Si aujourd'hui j'entends, même le chef d'État, je pense, a dit un peu quelque chose dans ce sens-là, que nous gardons de très bons souvenirs de la gestion de la dictature, c'est-à-dire à l'époque, il y avait des gestionnaires, des gouverneurs de province qui n'étaient pas originaires de la province. Non, la territoriale des non-originaires. La territoriale des non-originaires, comme on le disait. Vous souhaitez qu'on mais n'oubliez pas. Aussi? Non, pas du tout, parce qu'il est impossible. À l'époque, c'était une dictature totale. Et donc, pas seulement que la population était obligée de suivre la personne qui était mise en place, mais la personne, là aussi, elle était
avec le chef de l'État qu'il y avait à l'époque, avec le pouvoir qui était donné au chef de l'État à l'époque, de suivre lui aussi à la lettre. En fait, il ne pouvait qu'il travaille pour le développement de la province et de faire en sorte qu'il soit mieux coté. Ça a été une réussite. Absolument, nous avons gardé des souvenirs de cette époque-là. La même méthode? Aujourd'hui, les choses ont changé parce que la victoire de la démocratie sur la dictature, il ne faut pas oublier que ça a donné à toute la population congolaise une autre façon de vivre. Nous avions tous espéré, nous avions tous dit, écoutez, nous avons gagné, la dictature est finie, maintenant c'est la démocratie que nous devons exercer. Et la démocratie, ça signifie les élections, notamment. Et les lois de notre pays aujourd'hui, ils prévoient que l'élection du gouverneur de province passe par l'élection des grands électeurs que nous appelons les élus provinciaux. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous pensons être la première piste de solution. C'est faire en sorte que ces élus provinciaux soient réellement des élus de la population. Ça, c'est un. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus avec 1000 partis politiques. Vous comprendrez que c'est chaque famille qui pratiquement a son parti politique. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas une population, une majorité populaire qui est derrière réellement un des élus. La demande, c'est aussi qu'on puisse assainir l'espace politique. Absolument. Parce que quand vous avez 1000 partis, c'est... Je ne sais pas, c'est indigeste. C'est qui est tolérable. Vous savez, même quand on consulte, je ne sais pas comment on le fait, parce qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de groupes, même de regroupements politiques. Là. Vous allez trouver dans un regroupement politique des gens qui se disent sociodémocrates, mais vous trouvez là-dedans l'opposé à tout ceci, des impérialistes. Donc vous ne comprenez plus, la politique dans notre pays est basée sur quoi? Moi, je pense qu'il faut revenir, tout simplement, au lieu de laisser les partis politiques s'ouvrir comme ça, se créer matin, midi, soir, il faut trouver quelques idéologies politiques reconnues par le monde et obliger les gens à adhérer à ces idéologies, quitte à appliquer maintenant la démocratie au sein des idéologies, des personnes qui ont adhéré à l'idéologie, créer leur parti politique, etc. Nous sommes autour des conflits qui peuvent naître entre un gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Voilà. Mais les cas de figure, est-ce que vous proposeriez par exemple qu'on puisse, si possible, modifier les modes de scrutin? Les gouverneurs, qu'on les élise à travers un suffrage direct, par exemple, à la population directement. Par exemple, à un certain moment, c'était dans les idées, et tout ça, ce n'est pas encore effectif. Mais moi, je pense que le gouverneur de province... Apparemment, vous n'avez pas trop confiance aux élus provinciaux. Non. Aujourd'hui, avec le nombre de partis politiques, les élus provinciaux eux-mêmes, ils sont pratiquement des sujets, des pions, tout simplement, de certains individus qui, pour des intérêts personnels, ils mettent en place et ils se battent. Et d'ailleurs, celui qui a plus d'argent, il a plus de députés. Et quand on a plus de députés, donc on en sort peut-être un gouverneur de province qui, en réalité, n'est pas la personne que la population aurait souhaité. Il y en a même qui arrivent à être des élus provinciaux sans avoir jamais vécu dans cette province. C'est des choses comme ça. De l'argent en moins de 24 heures, les dernières élections ici, au Sud Kivu, nous on a été surpris. En une journée, les choses se sont transformées, je ne sais pas, du noir au blanc ou du blanc au noir, tout d'un coup. La population était encadrée réellement pour que ce que nous étions en train de penser pouvoir commencer dans notre pays, le changement, certains parlaient du changement de la classe politique. C'était compris de différentes façons, mais nous avons travaillé au Sud Kivu pour amener tout le monde à comprendre que ça pouvait commencer chez nous. Et pour commencer, il fallait en tout cas se départir. Nous avons donné des enseignements, comme quoi les Tchéquais, tout le monde peut rester dans son parti politique. Voilà. Gustave Bagaya Moukoué, concrètement, le choix, oui. Quel profil pour un gouverneur, d'une manière générale, de province, et d'une manière particulière pour le Sud Kivu? Parce que vous dites qu'il y a des spécificités pour cette province. Et il y a une sous-question. Parce que quand vous parlez des crises, on doit étayer ça par des exemples concrets. Combien de gouverneurs ont défilé pour démontrer cette instabilité? Parce que c'est aussi en termes de gouverneurs élus aujourd'hui et demain déchus par l'Assemblée provinciale. Parlez-nous un peu de tout ça. D'abord, le profil pour un gouverneur. Mais vous y arrivez. Dans tous les cas, le Sud qui vous a battu les records du nombre de gouverneurs. Dans tous les cas, bon, vous pouvez partir de 1997 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de vouloir aller vers l'élection du 18e gouverneur. Et je vais vous dire que... Par rapport aux autres provinces, on trouve que le chiffre est un peu excessif. Dans toutes les autres provinces, c'est par régime qu'il y a eu un gouverneur de province.
Et quand il a failli peut-être à sa mission, c'est peut-être 2, parce que celui-là a failli clairement, il a été traduit en justice, on l'a remplacé. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous en avez comme ça pour une année, 2, 3 à un certain moment, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Maniema et même une partie de la province orientale n'étaient pas sous contrôle du pouvoir central. Je vais vous rappeler, ça c'est malheureusement, nous commençons cette gouvernance de locaux, comment on dit, de la territoriale, des locaux, de ceux qui sont nés dans la province, des originaires, sous occupation de l'AFDEL pendant un temps. Déjà à l'époque, nous avons eu 3 gouverneurs de province. L'AFDEL a été finalement remplacé par l'occupation RCD. Nous étions coupés totalement du pays ici, mais sous RCD, la population a dû elle-même faire face à la gestion du RCD pour que le RCD parte. Mais déjà, on a connu 3 gouverneurs de province. Après, le RCD est venu justement, les accords de l'Afrique du Sud, de San Situ, je crois, avec la formule 1+4. Sous l'1+4, on en a eu 4 gouverneurs de province. Après ceci, nous sommes entrés dans la démocratie, normale et régulière, après avec les premières élections de 2006. Mais je vais vous dire, de 2006, l'expérience que nous avons de la démocratisation ou des élections démocratiques, comme on l'a dit, avec le chef de l'État de l'époque, il nous a imposé déjà 3 gouverneurs de 2006 en 2010. Nous avons dit à ce moment-là... Quand vous parlez de gouverneurs imposés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par le schéma régulier, normal, que les lois du pays... Selon les lois du pays, actuellement, selon la Constitution. Selon la Constitution et les lois du pays actuellement. Élus par les assemblées provinciales. Oui, élus au deuxième, donc par les grands électeurs. Les grands électeurs eux-mêmes qui doivent être élus de façon tout à fait responsable par la population. Et ces gouverneurs de l'époque, selon vous, n'étaient pas l'émanation de la population. Mais aujourd'hui encore, hier, nous venons de perdre 5 années au Sud Kivu, la dernière mandature ici. Le gouverneur n'a jamais travaillé, à peine élu, à peine installé, les motions ont commencé à pleuvoir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a été imposé, c'est un accord des autorités politiques à Kinshasa ici, qui se sont mis ensemble et ils ont signé par écrit pour imposer un gouvernement provincial. Pendant ce temps, je veux dire que les élus provinciaux, c'était réellement des personnes qui sont nées, qui ont grandi, qui sont de là, et qui ont été élus, à travers lesquels la population espérait justement un changement. Mais ces gens-là, parce qu'ils adhèrent, parce qu'ils ont été, comment dire, ce sont les autorités morales qui ont payé pour eux la caution, pour être sur les listes déjà de la CENI, on leur a donné de quoi faire la campagne, on leur a mis sur des listes, etc., etc. Donc ce sont des personnes qui, arrivées à l'Assemblée, on leur rappelle dès le premier jour, écoutez, attention, vous êtes là pour le parti politique. Vous êtes là pour l'autorité morale. Et quand ils nous imposent maintenant comme ça un gouvernement provincial, donc même nos élus, même s'ils sont élus réellement par la population, ils sont incapables de travailler pour la population, ils travaillent pour les partis politiques. Vous prenez une certaine indépendance d'esprit, si on peut le dire ainsi. Il faut libérer, c'est-à-dire qu'il faut libérer... Nous sommes dans un jeu politique, comme on le dit. Oui, mais malheureusement malhonnête. Voulez-vous qu'on puisse départir de ces côtés politiques pour finalement mettre les costumes d'un indépendant, oui, quelqu'un qui réfléchit apparemment seul? C'est invraisemblable. C'est l'ordre qu'il faut remettre justement dans la classe politique, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui s'est créé pour faire souffrir les gens, comme nous souffrons. Il n'y a aucun parti politique, je pense, qui a comme idéal faire souffrir la population, ou plutôt prendre tout ce qui est comme... Même le budget, et dire que bon, on ne vote même pas le budget apparemment, et même quand le budget est là, il y en a qui ont pris même la rétrocession ici à Kinshasa, si vous ne le savez pas. Parce que quand vous parlez de votre démarche, c'est-à-dire ça doit commencer quelque part en amont, notamment par une campagne à l'endroit, par exemple des électeurs, la population, sur le choix à opérer sur d'abord les députés provinciaux, quelqu'un de qualité, d'honnête, du point de vue moralité, on ne mettrait pas en doute ses qualités morales. Et le travail doit commencer en principe par la population. Vous, par contre, c'est à la deuxième étape, notamment le député provincial. Vous voulez plus moraliser le député provincial qui est appelé à élire les gouverneurs que la population ou le Congolais lambda qui est appelé à élire. C'est lui qui doit élire les gouverneurs. Parce qu'au stade où nous en sommes, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix.
les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle, ils ont déjà décidé de ceux-là qui sont élus, qui ont été élus. Mais moi, je vais vous dire qu'à Dib, l'association pour qui je parle aujourd'hui, nous parlons, nous, de la défense des intérêts de cette population-là. Et ça fait plus de 30 ans que nous sommes au chevet de cette population-là pour la préparer justement à cette autoprise en charge. Et les 2 dernières années ici, le travail qu'Adib a mené sur terrain, c'était celui justement de faire constater à la population qu'effectivement, vous demandez à ce qu'il y ait changement de la classe politique, mais cette classe politique, c'est vous-même qui devez la changer. Je suis l'un des gens qui ont fait le Sud Kivu, encore pour la 3e fois, le Sud Kivu entier. Un travail fait en amont. Vous comprenez? Ça, c'est en amont, donc au niveau de la population. Dans l'espace-temps, c'est-à-dire c'était d'abord avant la campagne électorale. Non, on en a fait déjà depuis 2010, et on a fait ça, je crois, en 2013, et aujourd'hui encore. Maintenant que tout le monde, tous les Congolais d'ailleurs disaient, voilà, il faut changer la classe politique, c'était la chanson. Mais personne, je n'ai pas entendu une seule autorité politique, ou c'est ça, une autorité de la société civile, ou même des églises, dire, écoutez à la population, voici comment nous allons procéder pour changer. Nous avons fait ce travail. Et c'était simple. La population constate que la politique ne s'occupera plus jamais de leurs intérêts, en tout cas d'améliorer leurs intérêts, ce n'est plus possible avec la politique. Et depuis des années, nos populations ne vivent qu'à travers des petites associations. Les motards ont leur groupe à eux comme motards. Les étudiants dans l'université, ils cotisent pour changer, pour faire des petites choses. Les mamans sont dans les tontines, dans des choses comme ça. Les mamans, les entrepreneurs, etc. Il y a des groupes comme ça qui existent, de ce que nous appelons, nous, pratiquement des corporations professionnelles, confessionnelles et même associatives, auprès desquels nous sommes partis. Je suis passé dans toutes les universités pour leur dire, vous revenez vers Adib pour dire, voilà, nous avons des problèmes. Mais aujourd'hui, on nous donne encore une occasion, pas les élections de 2023. Chaque université peut produire au moins 2 candidats et être derrière 2 candidats. Vous-même, vous avez des partis politiques auxquels vous avez adhéré, mais il y en a 1000 aujourd'hui, ça signifie qu'il n'y a plus d'idéologie politique à suivre. Mais vous-même, vous connaissez les gens qui vous encadrent, avec lesquels vous vivez dans vos misères, qui vous prennent en charge, qui vous conseillent du matin, midi, soir. J'ai dit la même chose aux nos amis, aux motards, aux chauffeurs, à tous ces groupes-là, des mamans commerçantes et compagnie. Je suis parti partout, même dans les églises chrétiennes, les églises catholiques, les églises de réveil, pour leur dire, ensemble, tel que vous êtes là, vous pouvez vous-même choisir votre député, votre candidat député. On en vient à la grande question. Et là, on aurait des députés réellement... Il y a une question sous-entendue. Vous comprenez? Tout à l'heure, on parlait du profil du gouverneur. Selon l'Association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu, quel profil pour un gouverneur à la tête du Sud-Kivu? Oui, donnez-moi juste une minute pour terminer, parce que le travail que nous avons fait en amont au niveau de la population, c'est pour vous dire que les résultats, ce qui s'est passé maintenant le 20 décembre, cette population était aguerrie, elle était préparée pour que les motards sortent un motard. J'ai dit, gardez vos partis politiques, mais ce sont vous, les motards, qui vous plaignez parce que personne ne s'occupe de vos problèmes. Les étudiants de la même façon, les mamans, les personnes du 3e âge et compagnie. Nous avons fait ce travail-là. Mais le 20 décembre, tout a basculé. Le 20 décembre, les gens sont venus, je ne sais pas d'où, pour dire, écoutez, vous allez voter tel, tel, tel. Et donc, tout ce qui était préparé au niveau du Sud Kivu, en tout cas de la province du Sud Kivu, en tout cas par nous à Dib, ce qui était préparé, n'a pas été ce que les résultats que nous avons aujourd'hui. N'empêche, nous acceptons parce que... On en vient au profil du gouverneur. Voilà pourquoi je dis encore. Maintenant, nous disons ceci. Les élus qui sont là, de fait, on n'a pas de choix. Dans tous les cas, ils viennent de cette population-là et ils représentent cette population-là. Et donc, nous demandons tout simplement, c'est qu'ils puissent, pour cette fois-ci, d'abord être libérés de cette emprise de leurs autorités morales, qui rappellent aux gens, vous travaillez, vous êtes là pour l'UNC, pour l'UDPS, pour je ne sais pas quel parti politique, que ces autorités morales, pour une fois, s'ils ont un peu pitié de cette population-là, qu'ils laissent leurs élus, que nous appelons les élus en tout cas, élire le gouverneur en toute indépendance d'esprit. Nous demandons au chef de l'État, il a fait déjà le premier pas. Nous avons suivi comment il a demandé à Madame la ministre de la Justice de pouvoir travailler avec le parquet et le procureur de la République pour que justement on puisse traquer que ce soit les corrompus, les corrupteurs, etc. Ça c'est une étape d'ailleurs qui nous a encouragés, nous, pour faire le dernier atelier que nous avons pour réfléchir encore sur ceci. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le chef de l'État a touché là où il faut toucher, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut donner la matière à nos élus, en fait, bon, les électeurs au 2e niveau, nos élus provinciaux, pour leur dire, écoutez, voici le profil
de l'homme peut-être qui peut incarner ne fût-ce qu'un petit germe de bonne gouvernance, un petit germe de bonne gestion, un petit germe qui peut appeler, peut-être nous amener à une paix durable au Sud Kivu. Et ce profil-là, il est simple. Il est simple. Que la République, que toutes les autorités de ce pays nous aident, qu'ils comprennent. On ne peut gérer une province réellement que par quelqu'un qui connaît cette province-là. Donc être déjà une personne qui connaît la province d'une façon générale. Nous avons des difficultés, des problèmes d'ordre communautaire dans notre pays. Mais il y a des personnes qui sont d'une communauté X et qui sont les meilleures personnes qui travaillent mieux d'ailleurs pour les communautés Y, mieux que les membres de la communauté elle-même. Donc ces gens existent. Il y a une réalité simple. Ce n'est qu'une personne qui peut être gouverneur de province. Et cette personne ce sera d'une famille et d'une femme. Vous comprenez? Donc d'une culture, etc. Mais si nous restons dans le Kivu, maintenant si je rentre sur ce que nous sommes en train de fustiger ici, nous à l'époque c'était l'excellence un peu partout. Donc on cherchait le meilleur de nous tous. Et derrière ce meilleur-là, c'était le plus excellent, l'élite ou celui qui a mérité le plus. S'il faut passer des examens, trouver des formules pour sortir le meilleur de tous. Quelle que soit sa communauté, quelle que soit sa tribu, quelles que soient ses origines. Le meilleur de tous, ça signifie tenir compte justement de sa qualité d'être rassembleur, d'un bon communicateur, de quelqu'un qui connaît la province, qui connaît les problèmes de la province, qui a vécu, la population le connaît, parce qu'on l'a vu à Chabunda, à Mwenga, etc. Il y a des personnes comme ça. Même s'il est de je ne sais pas quoi, de Iju, je ne sais pas quoi, mais on l'a vu dans des actions à Minembwe, on l'a vu à Itombe, on l'a vu un peu partout dans le Sud Kivu. Il y a des personnes comme ça. Nous pensons que quand... Qui malheureusement viennent tous des groupements politiques et des partis politiques. Non, malheureusement, je vais vous dire malheureusement... Être sous l'emprise des autorités... Je vais vous dire malheureusement, ces genres de personnes, ils ne sont pas dans ces genres de corporations politiques. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, nous avons... C'est clairement affiché, vous voulez qu'on ait un indépendant. Non, pas du tout. Qui ne sortirait pas de regroupements politiques et autres. Pas du tout, parce que pour y arriver, dans tous les cas, il faut passer par les regroupements, etc. Il y a des regroupements qui prennent aussi des indépendants, c'est vrai. Mais moi, je me dis, donc, c'est toujours un passage politique, parce que c'est ça la loi dans notre pays. On ne peut pas déroger. En attendant que les lois soient peut-être adaptées à la situation du Congo aujourd'hui, nous pensons que les élus provinciaux, ils peuvent suivre ce critère-là. Enfin, j'ai résumé un tout petit peu. Quelqu'un qui est rassembleur réellement, quelqu'un qui est au-dessus de ces pesanteurs d'ordre identitaire, ce repli, nous appelons ça le repli identitaire. On sait voir quelqu'un qui ne réfléchit qu'en fonction de sa famille, de sa tribu, de sa commune, etc. Il y en a, mais il y a des personnes qui réfléchissent pour le grand ensemble depuis des années. Ces gens existent. Il faut quelqu'un qui connaisse. Vous amenez un gouverneur de province qui vient de Kinshasa, qui vient je ne sais pas d'où là, il vit à Bukavu, ce n'est pas en tant que gouverneur que tu vas connaître ce qui se passe dans le haut plateau, moi-même, je ne sais pas quoi, des Minembwe là-bas. Non, ce n'est pas en tant que gouverneur que tu vas connaître. C'est quelqu'un qui vit, qui fait ce travail au quotidien. Malheureusement, ces gens-là, quand on arrive au moment des élections, comme je vous dis, nous avons préparé ces gens-là. Ces gens-là étaient nombreux pour commencer le changement de la classe politique. Mais malheureusement, je dis encore, la façon dont, enfin là aussi, tout le monde a reconnu les irrégularités qui ont entaché les élections qui viennent de se passer. Bon, on n'y peut rien, les choses sont passées dans tous les cas pour nous. Ce sont les premières élections organisées par les Congolais eux-mêmes. Il y avait des tares, il y avait peut-être des atouts, des faiblesses, etc. Mais ça nous a sorti quand même président de la République aujourd'hui, que moi, en fait, nous à Dib, nous croyons être le premier président élu par les Congolais que nous avons dans cette République. Et celui-ci a réellement, vous sentez des pesanteurs d'ordre patriotique et nationaliste, qui oriente pratiquement le plan d'action qu'il doit avoir et qu'il n'a pas pu mettre en application parce que même après avoir quitté l'alliance qu'il avait mis au pouvoir, mais il n'a pas eu cette majorité-là qu'il a besoin pour imprimer justement sa vision. Mais cette vision-là, vous avez l'imprimée comment? Avec la transhumance des hommes politiques. Les mêmes d'hier, ils sont avec lui aujourd'hui, ce n'est pas pour travailler. Ce n'est pas pour lui permettre d'imprimer sa vision politique dans la population. Et ils sont là pour autre chose. Et nous le savons. Vous comprenez? Alors nous avons travaillé pour qu'il y ait une nouvelle classe politique commence déjà en 2023. Et nous avions pensé que Bukavu du Sud Kivu allait donner vraiment un éclairage. Pour qu'en 2028, ça soit un remplacement total. Malheureusement, nous avons été pris dans nos propres pièges. Enfin, des choses imprévisibles se sont passées. Nous les avons dénoncées dès le 21 décembre.
Donc, Mais rien n'a été fait. s'il faut retenir C'est que nous... de votre argumentaire, c'est-à-dire l'association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu prône pour la méritocratie. Et nous avons grandi comme ça. des personnes intègres, loyales et qui sont au-delà des pesanteurs politiques. Et oui, qui n'ont jamais versé dans des malversations, des problèmes d'argent, des problèmes, je ne sais pas moi, de vente de ces matières précieuses. Tous ces gens-là, directement, ils sont derrière ces choses-là. Et quand vous faites le cercle, vous allez trouver politique, ça signifie argent, l'argent, ça signifie un carré minier, ça signifie il faut une garde, une police, une milice, ça signifie ils ont des armes. Quand vous faites le tour, papa, nous avons des éléments pour éclairer, pour dire, écoutez, aujourd'hui, nous devons reprendre des choses et commencer par les lois du pays. Malheureusement, avant que les lois ne soient changées, nous sommes obligés d'aller aux élections pour mettre en place des gouverneurs de province. Voilà pourquoi nous demandons tout simplement, réellement, aujourd'hui, que les amis, nos frères, qui sont d'ailleurs tous membres de l'association dont je parle maintenant, tous sont issus de cette association, qui nous comprennent. S'ils ont encore un peu de sens de responsabilité pour cette province-là, qu'ils laissent leurs élus actuels voir, écouter les candidats de façon tout à fait impersonnelle et qu'ils puissent voter suivant leur âme et conscience, celui qui ils auront trouvé qu'il est le meilleur, peut-être qui peut répondre à ce critérium que nous avons défini pour eux. Ça sera peut-être le commencement peut-être de quelqu'un qui peut, calmer ou être à l'abri de ces problèmes, de ces problématiques entre la province, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Voilà, merci beaucoup Gustave Bagaya Mugwe. Je rappelle que vous êtes président national de l'Association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu. C'est une structure de la société civile et qui milite pour l'implémentation de la bonne gouvernance dans cette province. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Question d'actualité revient pour un autre numéro, pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme sur les antennes de la RTNC. Bonsoir chez vous.